Bonjour à tous. Bonjour. Eh bien, on est ravis de vous retrouver, de vous réunir pour un dernier webinaire en cette année 2024. Tout d'abord, on espère que vous nous entendez bien, euh, que tout le monde, le temps que tout le monde se connecte, effectue les petits réglages de rigueur. Hein. Si jamais vous aviez des petits problèmes de son, on vous invite à utiliser la bulle d'aide qui est en bas à gauche de votre écran. Je vais tout de suite vous partager le, hop, le petit rappel pour que vous puissiez voilà, éventuellement rafraîchir la page de votre navigateur et puis réessayer. Voilà, aujourd'hui, on a Aurélien qui nous aide encore une fois à organiser cet événement avec les équipes de Legal to Digital. Donc, merci à lui et on espère que voilà, tout se passe bien et que voilà, vous ayez quelques infos supplémentaires pour préparer cette fin d'année, surtout le début d'année 2025. Bon, j'espère qu'aussi vous avez tous mis votre pull de Noël. Bon, Lauriane n'a pas joué le jeu. J'étais trop concentrée sur le guichet unique. Voilà, elle était à fond sur le guichet unique. Mais voilà, on espère que derrière vos écrans, vous êtes tous bien habillés. Et, eh bien, il est 9h02, on va encore laisser quelques secondes pour que tout le monde puisse se connecter et peut-être vous préparer l'ordre du jour de ce webinaire autour du guichet unique une nouvelle fois. Lauriane, pour ceux est-ce qu'il y en a encore qui ne le connaissent pas, Lauriane Ricard, notre experte en formalité juridique, en droit des sociétés. Elle essaye. Elle a essayé tout au long de l'année d'être experte. Elle a essayé de garantir un niveau d'expertise assez élevé, malgré les nombreux changements et les remous. Et de mon côté, voilà, je vais essayer de vous, dans le cadre de ce nouveau webinaire, de vous éclairer sur les aspects un peu plus techniques ou digitaux liés à cette transformation. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, nous sommes le Legal to Digital, issu du regroupement de titres d'annonces légales, donc présents sur tout le territoire français, à travers nos journaux, notamment dans les régions Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et PACA, et spécialisés dans les services autour des annonces légales et des formalités juridiques des entreprises. Au programme, aujourd'hui, Lauriane, on a trois grands items. Trois grands items. Bon, déjà, on voulait faire ce webinaire pour vous donner du courage. Voilà, pour la fermeture d'infogreffe pour le volet formalité, ça nous impacte beaucoup psychologiquement parce qu'on avait nos habitudes, on aimait bien l'outil. Et puis les évolutions qu'on attendait sur le guichet unique ne sont pas tant au rendez-vous. Donc ce webinaire, c'est aussi pour bien finir l'année, vous encourager, essayer de vous donner un petit peu notre technique de travail, nous, dans notre service, comment on fait pour garder le moral et puis pour essayer de bien travailler, de bien aborder nos dossiers. Et puis vous montrer que nous aussi, on a des impossibilités, on a des problématiques, même si on fait tout pour qu'il n'y en ait pas, on en rencontre quand même. Donc on a fait un petit état des lieux. Et voilà, je vais vous donner des petits trucs et surtout aussi, pas des anecdotes, mais ce qu'on a constaté qu'on n'arrive pas à faire. Et puis après, des petites news qu'on a eues à droite à gauche. Voilà. Exactement. Donc le premier point va concerner le planning du guichet unique et surtout des étapes à venir cet hiver. Donc on va pas revenir sur ce qui s'est passé cette année avec la nouvelle année avec les procédures de secours et la fermeture des bœufs qui a animé votre été. Si jamais voilà, vous avez des questions, on n'en a pas reparlé, mais on a une petite base documentaire sur comment accéder aux bénéficiaires effectifs via la base NIPI ou les autres outils. C'est qu'un intérêt légitime, notamment. Pour tous les intérêts légitimes. Mais surtout, on agit, on va devoir agir désormais suite à l'avis du collège stratégique du 27 novembre qui a entériné la fin de la procédure de secours au 31-12 et la fermeture définitive des formalités juridiques de modification et de cessation sur infogreffe. Donc on dit fermeture infogreffe, évidemment, c'est un raccourci un peu
pour évoquer ça, c'est davantage évidemment la fermeture des formalités sur Infogreffe. Vous aurez toujours vos comptes, vous aurez toujours la possibilité de commander des cabis et d'accéder aux services proposés par la plateforme. Le guichet devrait devenir unique pour toutes les formalités d'entreprise. Et on va en reparler juste après, mais un délai de traitement a été également formalisé et imposé par le collège stratégique. C'est plutôt c'est le ministère. Oui, c'est voilà. Le ministère. Enfin bref, c'est l'ensemble, ils se sont concertés et puis ils ont donné un délai de traitement, une date butoir pour les traitements des dossiers qu'on aura déposés sur Infogreffe avant le 1er janvier. Parce que, faut le rappeler, pourquoi est-ce qu'ils souhaitent la fermeture d'Infogreffe? Parce que l'INPI indique que le fait de traiter des dossiers sur Infogreffe, ça vient désorganiser le RNE. Donc déjà, on voit ce qui se passe parce qu'il a été, le RNE a été adossé au RNCS et on a vu ce que ça a donné ces 2 dernières années. Et le fait que Infogreffe reste ouvert, en fait, ça vient donner encore des problématiques dans le RNE. Ça met les dossiers sans dessus-dessous. Et c'est pas que lorsqu'on passe des dossiers sur Infogreffe, c'est également lorsqu'on passe des dossiers sur le guichet unique. Vous le verrez et vous l'avez vu, les dossiers ne se mettent pas à jour, les données ne se mettent pas à jour. Pourquoi? Parce que lorsque l'on dépose un dossier sur le guichet unique, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque le valideur est le greffe, évidemment, le dossier part au greffe, le greffe valide le dossier, ça envoie l'information RNE comme quoi le dossier est validé, les données sont mises à jour. Mais parallèlement, comme le greffe ne peut pas déterminer si le dossier vient d'Infogreffe ou du guichet unique, il envoie un second flux vers le RCS et le RNCS qui renvoie vers le RNE. Et n'oubliez pas, le RNCS, c'est ce qui a donné le RNE qu'on a actuellement. Voilà, tout ce qui, avec les infos qui averdées, les infos qui n'existent pas en doublon, etc. Donc en fait, ils veulent nous fermer cette partie, le volet Infogreffe formalité, pour que nous puissions avoir un RNE stable. Ils veulent stabiliser en fait le RNE et faire en sorte qu'on puisse faire des formalités et que les données remontent sans qu'il y ait d'interférence d'un autre registre. Voilà. Donc cette volonté de simplifier les flux et d'éviter à l'INPI de gérer des mises à jour de données en parallèle avec les formalités qui passent par sa plateforme, on conduit à cette décision. Vous avez encore jusqu'au 31 décembre pour déposer vos formalités. Voilà, 23h59. C'est l'heure qui a été donnée. Bon, on avait constaté en 2022 que finalement, même à 1h du matin, on avait pu déposer des dossiers, mais on ne sait pas si ça sera le cas là. Donc, l'heure butoir, c'est 23h59. Pour rappel, les dépôts de compte seront toujours possibles par courrier. C'est-à-dire que ça n'a pas été fermé. On ne pourra plus déposer sur Infogreffe les comptes annuels, mais on pourra toujours les déposer par courrier. Ça, cette voie-là, et c'est le seul pour l'instant qui a été prévu, c'est les dépôts de compte. En version papier. En version papier, voilà. Un dernier mot sur le planning. Le guichet unique a pas mal évolué. On a tous aussi été victimes des problèmes de stabilité et des contraintes de sécurité qui empêchaient l'accès à sur pas mal de périodes dans les dernières semaines. Du coup, la décision a été prise de mettre en pause les évolutions du guichet unique et de les reprendre à partir de février-mars, voilà, qu'une date qui ne nous a pas été encore confirmée. Mais, ils sont en train de statuer dessus. Ouais. Dans tous les cas, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'évolution technique sur le guichet unique. S'il y a par exemple une formalité qui a été oubliée, par méga, que ce soit par l'INPI et par nous, tous ceux qui ont été bêta-testeurs, malheureusement, l'évolution ne sera pas prévue avant février-mars. En revanche, tout ce qui est bug, et s'il y a une case qui disparaît ou s'il y a des bugs dans les dossiers, ça, oui, c'est toujours ouvert. Ne vous inquiétez pas, on peut toujours les contacter. Et en fait, ça leur permet en fait d'arrêter les évolutions. Ça leur permet de faire des mises à jour RNE constantes et en masse. Et ça leur permet de débugger nos dossiers et de débugger structurellement le guichet unique. Donc en fait, ça leur laisse du temps pour faire tout ça. Et s'ils continuaient les évolutions, en fait, ils n'auraient jamais pu venir à notre secours et faire les mises à jour de RNE telles qu'on voulait. Juste parce que je vois pas mal de questions, pour le délai de traitement. Déjà, sur la forme, excuse-moi, je t'interromps, Lauriane, mais dans les questions, vous avez un onglet questions qui se situe en bas à droite de votre écran, normalement.
vous pouvez poser les questions et surtout voter pour, voilà, vous avez probablement pas mal de problématiques communes. Donc, je vous invite à les poser dans l'onglet questions et je te rends la parole. Il y a 2 questions qui se posent. Donc, les levées de mention de radiation d'office, je le rappelle, pour l'instant, elles sont hors guichet unique. Donc, j'en ai pas parlé tout à l'heure. J'ai parlé des dépôts de compte par courrier qui se poursuivent. Mais les levées de mention de radiation d'office, pour l'instant, elles ne sont pas prévues dans le parcours du guichet unique. Ce n'est pas une formalité guichet unique. Ça sera toujours par version papier auprès des greffes. Voilà, ça, c'est première chose. Deuxième chose, pour les dossiers qu'on aura déposés avant le 1er janvier sur Infogreffe, donc, le délai qui a été imposé au greffier pour les traiter, que ce soit l'ouverture de dossier ou la régularisation des dossiers, c'est le 31 janvier 2025 pour les tribunaux de commerce et le 28 février pour les tribunaux judiciaires. Donc, moi, je dis, faites attention. Si vous connaissez le délai de traitement du greffe dans lequel pour lequel vous déposez une formalité sur Infogreffe, réfléchissez bien. Parce que si ça se trouve, il ne sera pas traité avant le 31 janvier par un TC, et vous serez invalidé d'office et il faudra le recommencer sur Infogreffe. Pour ceux des tribunaux judiciaires, vous savez que pour certains greffes, on ne va pas les citer, mais il peut y avoir des délais jusqu'à 2 ans. Donc, nous, ce qu'on a commencé à faire, c'est on a commencé à invalider les demandes et à retraiter nos dossiers, les dossiers qui attendent même certaines fois depuis 1 an. Hein. On est en train de les redéposer sur le guichet unique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a eu une information qui n'est pas très positive, c'est que jusqu'à maintenant, les tribunaux judiciaires, d'accord, ils sont longs dans le traitement des dossiers, mais jusqu'à maintenant, comme ils étaient directement reliés au guichet unique, on avait beaucoup moins de rejets, on avait beaucoup moins de problématiques avec les tribunaux judiciaires. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le système va changer et les tribunaux judiciaires vont passer par le même canal que les TC. Lorsque l'on va déposer notre dossier sur le guichet unique, les dossiers pour les tribunaux judiciaires vont passer par le même canal. Ce qui veut dire qu'en fait, on va rencontrer les mêmes problématiques que l'on a dans nos dossiers qui vont vers les RCS de tribunaux de commerce, et dans nos dossiers pour les tribunaux judiciaires. Ça, ce n'est pas une super nouvelle. Donc, je ne sais pas pour quand c'est, mais en tous les cas, ça va arriver. Ils vont aligner les régimes. Et moi, je ne trouve pas ça très positif. Parce que même si les tribunaux judiciaires étaient longs, les dossiers étaient plus fluides. Bon, on avait des rejets, ok, mais il y avait moins de demandes. On voyait que les tribunaux judiciaires comprenaient mieux le système. Et là, ça va changer. Donc, je pense que pour ça, je ne voulais pas vous faire peur, mais en tous les cas, pensez à passer par le guichet unique, parce que de toutes les façons, je trouve que le délai du 31 janvier pour les TC et du 28 février pour les tribunaux judiciaires est très court. Donc, nous, maintenant, on s'impose de passer vraiment sur le guichet unique. Ce qu'on faisait déjà, on avait vraiment une grosse partie de nos dossiers sur le guichet unique. Je dirais qu'on était à 80% guichet unique et 20% Infogreffe parce qu'on avait encore des impossibilités, ou bien pour le confort, ou parce que certains clients nous laissaient le choix de passer par Infogreffe ou le guichet unique. Donc, du coup, sur ce type de dossier où on n'avait pas vraiment de problématique, on passait par Infogreffe. Voilà. On a d'ailleurs nous aussi, on vous a proposé un petit sondage pour savoir comment vous faisiez pour traiter vos dossiers, si vous avez déjà basculé vos dossiers de modification sur le guichet unique. Donc Aurélien va nous envoyer le sondage. Alors ensuite, je vais continuer pendant que vous répondez au sondage. Vous avez dû vous rendre compte que… Il est dans l'onglet sondage qui est en bas à droite. Hein, il est affiché pareil à côté des questions. Si vous voulez y participer. Voilà. Vous avez dû vous rendre compte qu'on avait de grosses difficultés à faire des mises à jour RNE. Je rappelle les complétés corrigés pendant toute l'année 2024. Maintenant, ça s'est fluidifié. Honnêtement, on arrive plus à faire nos complétés corrigés. En revanche, nous, au début, on s'était lancé dans une campagne de mise à jour massive et puis après, on s'est arrêté parce qu'on s'est rendu compte que l'INPI faisait énormément de mises à jour sur le RNE. Donc, on n'allait pas faire payer tout le temps nos clients pour faire une mise à jour et ensuite leur dire, voilà, il va peut-être en falloir en faire d'autres parce qu'il y a tellement de mises à jour sur le RNE que la mise à jour qu'on a faite en complété corrigé, finalement, elle est partie dans la nature. Donc là, ils nous avaient annoncé que jusqu'au 31 décembre, ils faisaient énormément de mises à jour RNE pour nous permettre, dès le premier trimestre 2025, de faire des mises à jour qui tiendraient vraiment la route. Et surtout, après la fin du délai de traitement des dossiers qui sont déposés sur Infogreffe, normalement,
nos mises à jour RNE, elles ne devraient plus du tout être mises en carafe par les dossiers infogreffe. Il n'y aura plus l'excuse infogreffe. Ils ne pourront plus nous dire que c'est infogreffe qui nous empêche de faire des mises à jour, enfin de faire en sorte que nos mises à jour elles soient faites à un instant T et qu'elles durent jusqu'à la prochaine formalité, jusqu'à la prochaine mise à jour. Mais pour le moment, voilà, c'est vrai que c'est pas évident de faire des mises à jour. Donc c'est pour ça que nous, on n'a pas non plus poussé à en faire, même nos équipes. On reviendra un peu sur on a fait un petit tuto sur cette partie-là et un petit tuto explicatif sur les mises à jour RNE. On voit qu'on a encore beaucoup de personnes qui participent à notre webinaire qui ne sont pas encore passées intégralement sur le guichet unique, sur les modifs. Oui, mais la plupart, quand même, 63%. Mais quand même, la plupart ont basculé. Donc, on va essayer quand même de vous donner quelques clés pour comment passer sur le guichet unique le plus intégralement possible. Donc, pour une petite info qu'on a eue ce matin, vous avez sans doute reçu des messages de l'URSSAF qui indiquaient que comme ils allaient changer de système de logiciel là en fin d'année, il y allait avoir un arrêt des affiliations, des modifications et des radiations pour les travailleurs non salariés. Et finalement, cet arrêt qui était du 26 décembre au 27 janvier a été repoussé. Donc ça, c'est la bonne nouvelle qu'on a appris ce matin, qui ne nous colle pas tout en même temps. On doit arrêter de faire nos formalités sur Infogreffe. On a les problèmes de l'URSSAF, on a les problèmes dans tous les sens. Donc ça, l'URSSAF a repoussé son changement de logiciel pour nous permettre de bien démarrer l'année. Ça, c'est la petite nouvelle du matin. C'était la bonne nouvelle dans le marasme de cette fin d'année. Avant de vous faire un état des lieux du guichet unique, déjà, nous, ce qu'on veut vous dire, c'est qu'on a constaté quand même que la majorité des formalités sur le guichet unique ont été développées. Donc, la problématique, ce n'est pas forcément que les formalités soient développées sur le guichet unique. La problématique, c'est que on trouve que certaines formalités manquent d'intuitivité, elles ne sont pas intuitives, que les synthèses restent encore illisibles. Normalement, il devait y avoir une mise à jour des synthèses au mois de décembre pour que nos dossiers passent plus facilement auprès des greffiers parce qu'ils ont du mal à lire les synthèses. Même nous, on a du mal. Donc, certaines fois, je suis dans mon dossier, je ne comprends même pas la synthèse que j'ai saisie moi-même. Donc, du coup, ils devaient mettre à jour ces synthèses. Ça a été repoussé, on ne sait pas quand. En tout cas, c'est pour le premier trimestre, plutôt la fin du premier trimestre 2025. Donc, normalement, à ce moment-là, on aura des synthèses qui seraient beaucoup plus lisibles et qui nous permettront de dire au greffier, ben voilà, si là c'est lisible, vous voyez, j'ai fait cette modification, voilà, ça sera beaucoup plus lisible, mais pour l'instant ça a été repoussé. Donc c'est ce que je voulais vous dire, il faut être positif parce qu'on voit que les formalités sont développées, mais bon, c'est vrai que tant qu'on n'a pas ces synthèses lisibles et tant qu'on n'a pas tant qu'on n'a pas plus d'intuitivité sur le guichet unique, je pense qu'on aura toujours des difficultés. Pourquoi je parle de manque d'intuitivité? Je vous donne un exemple, parce qu'on fait tous l'erreur, même nous qui sommes professionnels, on fait l'erreur. Quand on va faire une modification sur le guichet unique, on coche oui. Par exemple, je ne sais pas, je modifie le capital de la société, on coche oui. Il y a la date de modification qui s'ouvre, mais malheureusement, en fait, le capital, il est tout en bas. Donc, en fait, on a le temps, on scrolle, on va en bas, on regarde, tiens, montant du capital, on ne se pose pas de questions, certaines fois on ne le change pas, et on change de page. Et même en lisant la synthèse, ça nous saute pas aux yeux. Pourquoi? Parce que normalement, la modification, nous on a l'habitude, on met la date et directement on modifie le champ qui est impacté par notre formalité. Si je veux faire un changement de capital, par exemple, je mets la date du changement et à côté, je mets, par exemple, le résultat, mon capital était à 10 000 € au jour de ma modification. Maintenant, c'est plus aussi intuitif qu'avant parce qu'il faut aller en bas de l'écran. Un autre exemple, et faites attention parce que j'ai fait la boulette, vous faites un transfert de siège social et le nouveau siège, il est dans une domiciliation. En fait, vous allez dans l'écran établissement, vous faites un transfert de siège et là, tiens, on ne parle pas de la domiciliation. Il faut repasser en page 1 dans l'identification et aller cocher oui et mettre les informations sur la domiciliation. Donc, c'est pour ça que je dis que le guichet unique n'est pas intuitif parce qu'on ne va pas y penser. Autre formalité qui n'est pas intuitive non plus, le changement de nature de gérance. Donc, on coche oui, changement de nature de gérance. Mais après, on est obligé d'aller sur le cadre des dirigeants et d'aller directement cocher que l'on fait une modification sur la personne sur un intervenant dans la gestion de la société. Donc, ce n'est pas très logique. Mais si on ne coche pas oui dans la modification de cet intervenant, en fait, on a le numéro de sécurité sociale dans sa fiche qui ne s'ouvre pas, qui est grisé. Donc, voilà, c'est des choses qui ne sont pas très logiques parce que moi, je n'ai pas l'impression de faire une modification sur mon dirigeant
puisqu'en fait, je ne viens que remettre son numéro de sécurité sociale. Donc, c'est des petits trucs, voilà, on leur a remonté et on espère que ça évoluera parce que pour l'instant, c'est pas intuitif. Idem pour les pièces jointes. Même nous, en tant que professionnels, ça nous arrive d'oublier des pièces jointes parce que même si on connaît nos dossiers par cœur, on sait ce qu'il faut mettre. Comme le guichet unique ne nous prévoit pas de nous indiquer, il ne prévoit pas de nous bloquer à certaines pièces jointes comme sur Infogreffe, on peut en oublier. Après, on a aussi un petit sujet de savoir les pièces jointes qui vont être diffusibles ou non. Ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est la même chose qu'on avait sur Infogreffe ou que vous voyez sur Papers. Ce qui est diffusible sur Papers, finalement, c'est les documents qui sont diffusibles en permanence. Donc, si vous avez un doute et vous dites, tiens, là, il me présente je sais pas moi, le PV de l'Assemblée générale, je le mets là ou là. Bon, on sait que c'est diffusible, le PV. Donc, on ne se pose pas vraiment de problème. Mais en fait, il faut bien regarder ce qui est diffusible ou non. Et essayer de faire en sorte que des documents comme les donations ou autres, c'est vrai qu'on retrouve sur Papers, de voir, d'aller rechercher s'il est en diffusible ou non. Enfin, ce que je vous donnais comme message, c'est faites attention quand vous mettez les pièces jointes, parce que quand vous avez le petit message que le document est diffusible, réfléchissez bien. Est-ce que d'habitude, je le voyais sur Infogreffe ou je le voyais sur le Papers? Si vous ne le voyez pas, c'est vous interroger, vous dire est-ce que je le mets au bon endroit? Est-ce que je le mets dans la bonne pièce jointe, diffusible ou non? Voilà, c'était ça. Et dernière chose, donc, on a, je pense, 99% ou peut-être 95% des formalités qui sont réalisables sur le guichet unique, mais malheureusement, quand on a un bug sur le guichet unique, et vous le rencontrez tous, on est vraiment dans... Enfin, moi, je me retrouve, on se sent seul, on se retrouve dans un espèce de chaos, on se dit, mince, comment je vais faire, comment je me rattrape aux branches. Donc, on a un outil qui est important, c'est on écrit au greffe, on invalide le dossier, et soit on va faire une mise à jour RNE en fonction de ce qu'on a vu, de ce qu'on voit, soit on fait une mise à jour RNE, soit si le dossier est déjà lancé auprès du greffe et qu'on a un rejet, pensez à faire des requêtes. Nous, on écrit au greffe, on dit que voilà, on échange avec eux. Ils nous disent sur la synthèse, ça c'est pas écrit, sur la synthèse ils m'ont ajouté, supprimé, etc. Et sinon on n'est pas d'accord parce qu'on trouve que quand même notre formalité elle est assez claire, et n'hésitez pas à faire des requêtes auprès du juge commis RCS. J'arrête pas d'en faire. Et ça permet, déjà rien que de l'écrire dans l'email, certaines fois les greffiers, ils réfléchissent, ils se disent bon, est-ce que je suis sympa, je suis pas sympa? Bon, en général ils sont sympas, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'eux, ils ont leur responsabilité qui est engagée derrière. Donc, une requête, c'est aussi donner, c'est aussi leur donner un appui en se disant, ok, je veux pas le faire, il y a une ordonnance qui s'impose à moi, je passe le dossier en l'état. Et quand vous faites une requête, quand le dossier est passé, même si a priori il manque des informations, ce qu'il faut savoir, c'est que les requêtes, elles sont envoyées au guichet unique, et c'est le guichet unique qui vient inscrire dans le RNE les modifications qui ont été faites dans notre dossier via l'ordonnance. Certaines fois, il y en a, certaines fois, il n'y en a pas, mais en tous les cas, sachez que les ordonnances qui nécessitent des modifications, qui ne sont pas en fait normalement dans notre dossier, qui ne sont pas bien visibles ou pas bien écrits et qui permettent au greffier de faire une modification sur le CABIS, elles partent au RNE. Donc voilà, ça on sait que ça fonctionne bien. On a déjà listé ici les quelques infos que vous pourrez trouver sur le site de l'INPI les outils qu'on utilise. Voilà, les outils qu'on utilise nous au quotidien. Les avis du collège stratégique. Alors malheureusement, il y a une erreur sur l'accès du site de la DGE pour retrouver ces avis du collège stratégique. Donc on vous les a remis sur le site, sur notre site legatudigital.fr. Donc vous pouvez retrouver les avis du collège stratégique qui peuvent être opposables lorsqu'il y a certains rejets ou certaines pour l'instant, il n'y en a que 5. Annulations. Voilà, il y a 5 avis qui ont été publiés depuis le lancement du guichet unique. Alors, ce qui est bien dans ces avis, c'est qu'ils viennent redonner des définitions. Par exemple, la démission pour ordre, on n'en fait pas souvent, j'en ai fait une dans ma carrière, mais ils viennent vous donner des définitions claires de certaines formalités ou de certaines notions. Par exemple, là, il y a aussi les établissements de sociétés étrangères non immatriculées RCS, ça vient vous donner les définitions en fait de certaines formalités ou bien certaines notions juridiques. Donc là, moi, je vous ai mis en gros, je vous ai mis les 5 avis, je les ai commentés. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'à la fin, il y a une conclusion, il y a un résumé de tout ce qui a été mis dans l'avis, si vous n'avez pas le temps de le lire. Il y a un résumé de comment faire certaines formalités. Et ce qui est aussi intéressant à savoir, c'est qu'une fois que l'avis est rendu, l'INPI se réunit avec le CNGTC et tous les intervenants qui sont liés à cet avis
pour pouvoir mettre en place les formalités. Ce qui veut dire que ces avis vont venir s'imposer au greffe, au greffier. Ils viennent s'imposer dans les greffes, donc dans nos dossiers, ils s'imposent. On peut utiliser les avis. Certaines fois, on échange avec les greffiers, on leur met une copie de l'avis. Donc, certaines fois, ça ne leur suffit pas, mais d'autres, oui. Donc, voilà, n'hésitez pas à utiliser ces avis. Nous, c'est un outil qu'on utilise. Et ce qui est pas mal, c'est vraiment les définitions qu'ils en donnent. C'est des petits coups de pouce à nous, juristes. Ça vient nous donner des notions, enfin, juristes, je vais dans l'ensemble, hein, je généralise. Ça vient nous donner des coups de pouce. Sur le site de l'INPI aussi, ce que je vous conseille, c'est d'aller regarder, on l'a mis aussi dans notre FAQ, les schémas de fonctionnement du guichet unique. Franchement, je ne sais pas comment je ferais pour m'en sortir sur le guichet unique si je ne connaissais pas les schémas de fonctionnement du guichet unique. On l'a mis, c'est un des items de notre Voilà. FAQ parce que le site de l'INPI évolue aussi, donc certains schémas qui étaient valables ou qui expliquaient certaines choses. Voilà, maintenant, normalement, c'est figé. Mais je vous donne un exemple. Ne sont pourquoi. Plus là, mais on les a remis dans notre FAQ. Voilà, je vous donne un exemple. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de questions. J'ai fait une mise à jour RNE, c'est-à-dire j'ai fait un complété-corrigé. L'INSEE ne s'est pas mis à jour ou les impôts n'ont pas été informés. Pour rappel, et c'est pour ça que le schéma est important, quand vous faites une mise à jour RNE, que ce soit un complété-corrigé, les informations ne partent pas à l'INSEE ni aux organismes sociaux. C'est simplement le RNE qui est mis à jour pour que vous puissiez déjà avoir un extrait d'immatriculation RNE à jour. Voilà. Que vous puissiez fournir éventuellement à une banque, à une administration qui vous signale une incohérence avec vos cabis, avec vos dossiers de préparation. Donc la mise à jour RNE, ça on en parlera juste après. Ou bien simplement pour pouvoir faire une saisie. Parce que je vous rappelle que maintenant, quand on arrive sur un dossier, bon, une immatriculation, ça n'entre pas en ligne de compte, mais que vous rentriez dans un dossier de dépôt d'acte, de dépôt de compte, de modification, de cessation, vous voyez tout de suite si vous avez une impossibilité. Soit c'est vraiment que le dossier n'existe pas, enfin la société n'existe pas sur le RNE, c'est-à-dire que quand vous saisissez le SIREN sur le guichet unique, ça ne le remonte pas. Donc vous êtes obligé d'écrire ou d'appeler l'INPI pour que leur demander à ce qu'elle remonte dans le RNE et vous puissiez saisir sur ce dossier. Soit vous vous rendez compte que dans votre dossier, il y a des incohérences, vous avez 2 dirigeants, vous voulez travailler sur une activité, vous avez 3 activités, etc. Donc, vous avez 2 possibilités. Soit faire la mise à jour RNE par une formalité à côté, un complété-corrigé, soit faire directement… On y va tout de suite dans le schéma. Soit faire directement la correction dans votre dossier. Attention, la correction dans les dossiers, directement dans les dossiers, a changé. Avant, on pouvait faire une correction, on pouvait tout corriger, et quand ça arrivait au greffe et que c'était validé, le RNE se mettait à jour, entre guillemets, se mettait à jour de toutes les informations qu'on avait modifiées. Maintenant, ça a changé. Quand vous faites une correction dans votre formalité, je vous donne un exemple. Je ne sais pas, je me rends compte qu'il y a une erreur sur la dénomination, sur le RNE. Ça peut arriver. Donc, je viens la corriger au moment où je fais une formalité de transfert de siège. Et cette correction, elle ne va pas être effective. Pourquoi? Parce que comme je travaille sur le champ des établissements, je ne peux faire une correction que dans le champ des établissements. Elle sera prise en compte que dans ce champ-là. Et elle ne sera pas prise en compte dans les autres champs d'identification. En fait, les corrections sur le guichet unique, quand on est dans une formalité, maintenant, elles ne fonctionnent que par champ. Par bloc. Donc, un bloc de dirigeants, des blocs d'activité, des blocs des établissements ou les identifications générales de la société. Donc, c'est important d'avoir conscience qu'on ne peut pas mélanger on ne peut pas faire une correction totale, en fait. Voilà, on ne peut pas faire une correction totale. On ne peut plus le faire. Et on ne peut pas prendre un morceau d'identification de la société, le corriger et en même temps modifier d'autres choses. Donc, on est obligé de scinder les mises à jour RNE. Ça ne sert à rien en fait de s'embêter et de se dire tiens, je vais faire ma modification qui porte sur les établissements, tiens, je vais en profiter pour tout corriger. Parce que je l'ai fait et en fait, je me disais, ma mince, mon RNE, il ne se met pas à jour correctement, je fais des tas de modifs, je perds du temps dans ma formalité et en fait, j'ai appris que finalement, c'était normal, ils avaient choisi de nous laisser faire des corrections que sur la partie du champ dans lequel on était en train de faire notre modification. Donc, voilà. Donc, maintenant, je continue. Quand je viens faire ma formalité, je rentre dans le dossier, je me rends compte que j'ai une mise à jour RNE à faire. C'est là que je sais si je dois en faire une ou pas. Donc, premier conseil, dans votre devis, mettez un petit astérix à la fin du devis, en disant qu'éventuellement, vous aurez une mise à jour RNE à faire. Pourquoi je dis ça? Parce que non seulement vous pouvez avoir une mise à jour RNE à faire au préalable, mais vous pouvez aussi avoir une mise à jour RNE à faire en cours de dossier. Je m'explique. Ça nous est arrivé plein de fois. On lance une modification, ça arrive au greffe, le greffe nous fait un rejet, et là, on se rend compte
que le rejet nécessite qu'on fasse une correction. On est obligé d'invalider le dossier. On va faire une correction qui n'était pas prévue et qu'on n'avait pas prévue dans le devis, parce qu'on n'avait pas prévu à ce moment-là que quand le dossier serait au greffe, qu'on aurait un rejet et qui nous entraînerait à faire une correction. Parce qu'en fait, quand on fait une correction et qu'on est en modification, on ne peut pas. Vous allez essayer de faire vous avez un dossier en cours de régularisation près du greffe, essayez de tenter une correction, il va vous mettre un écran. Impossible de faire la correction, vous avez un dossier en cours sur le guichet unique. Donc, de toutes les façons, vous êtes obligé de demander une invalidation du dossier et de faire une correction, d'attendre que les données de la correction remontent dans le RNE et ensuite de refaire votre dossier. Donc, c'est pour ça que je vous dis ça. Faites attention. Et là, on a eu pas mal. On a eu pas mal ce type de correction à faire suite à une erreur une erreur d'inattention qu'on fait dans les formalités. Faites très attention à la case. Vous savez, la question qu'on avait déjà sur Infogreffe, de savoir si l'associé unique est aussi le dirigeant. Cette question est que pour les personnes physiques. Quand on a une identité, c'est-à-dire qu'on a un associé unique personne physique qui est identique au dirigeant. C'est que pour les personnes physiques. Si malheureusement vous cochez oui, alors que votre dirigeant est une personne morale, ou votre associé unique est une personne morale et votre dirigeant aussi, ou bien que votre associé unique est une personne morale et votre dirigeant une personne physique, c'est foutu. Nous, on a eu des tonnes de demandes de régularisation. Le dossier arrive au greffe. Le greffe, il voit qu'on a coché cette case et il se dit, ben mince, c'est pas un associé unique personne physique ou bien c'est pas un dirigeant personne physique. Il nous met en régule. Sauf que nous, le problème, c'est que soit on l'a coché pendant la formalité, soit en fait, elle est déjà en carafe sur le RNE. Donc, on se retrouve, on dit mince, on ne peut pas régulariser la demande du greffe. On invalide et on fait une mise à jour. Donc, en fait, la mise à jour RNE, elle peut arriver n'importe quand. C'est ça qui est incroyable. Ensuite, autre chose, faites attention quand vous faites un dépôt de compte ou un dépôt d'acte. Je sais que moi, je passe très vite la première page parce que je veux aller vite à l'essentiel comme sur Infogreffe, mais vous pourriez avoir une correction à faire. S'il y a un problème sur votre siège au niveau du RNE, quand vous arrivez dans votre saisie, vérifiez bien que l'adresse du siège est bonne, parce que sinon, votre dossier déposé sur l'INVI va aller dans le mauvais greffe. Ça nous est arrivé sur un dépôt d'acte et je peux vous dire qu'on était mal. Donc, du coup, on peut être amené à faire une correction aussi sur un dépôt d'acte ou un dépôt de compte. Pour les cessations d'activité, c'est pareil. On a encore une problématique sur les dissolutions, qu'elles passent sur le guichet unique ou qu'elles passent sur Infogreffe. On se rend compte que les données remontent mal. On a des dossiers qui remontent très bien. Voilà, on arrive sur le guichet, on a saisi notre dissolution, c'est bon, les données sont à jour. On peut faire notre clôture de liquidation. Je vous rappelle que sur le guichet unique, quand on fait une liquidation amiable, c'est comme sur Infogreffe, c'est en deux parties. Dissolution, clôture de liquidation amiable, sauf que on le fait en deux étapes. Avant, on pouvait déposer sur Infogreffe les deux en même temps. Maintenant, non. Il faut faire la dissolution, attendre qu'elle soit validée, attendre que les données remontent dans le RNE pour que la formalité de clôture de liquidation soit possible. C'est-à-dire qu'en fait, on va taper notre numéro sirène. On se rend compte qu'il ne nous ouvre pas la possibilité de faire une clôture de liquidation. Cherchez pas. Si vous ne pouvez pas cocher que vous faites une clôture de liquidation, c'est-à-dire que les données ne sont pas remontées au RNE. Donc, souvent, on est obligé de faire une correction. On est obligé de faire une correction et dans le champ correction, vous verrez, ils ont bien indiqué que si vous voulez, dans votre correction, déclarer une dissolution ou une mise en sommeil. Voilà, je suis en dissolution. Et sachez que là, étant donné qu'Infogreffe va fermer son volet formalité, de toutes les façons, si vous avez commencé une disso sur Infogreffe, vous avez de grandes chances de devoir faire une correction sur le guichet unique avant de pouvoir faire votre clôture de liquidation. Donc, c'est pour ça que je dis, familiarisez-vous avec les mises à jour RNE. Donc, ils ont simplifié la chose sur les mises à jour. C'est qu'avant, vous savez, on devait mettre l'extrait CABIS de moins de 3 mois, le pouvoir et l'avis de situation INSEE. Maintenant, on n'est plus obligé de mettre l'avis de situation INSEE si on vient faire une correction qui ne porte pas sur les établissements. Et également, sachez que si l'extrait CABIS est différent de l'avis de situation INSEE, c'est l'extrait CABIS qui prévaut sur l'avis de situation. Et faites attention également, le pouvoir dans les corrections et les complétions, je vous rappelle qu'elles doivent porter les mentions que le pouvoir est donné au mandataire pour qu'il puisse faire une complétion, une correction auprès de l'INPI dans le cadre d'une formalité de compléter corriger. Et j'ai mis un exemple de pouvoir sur notre site. Sur notre FAQ, vous avez un exemple de pouvoir qui vous permet de réaliser les formalités et de mettre à jour le RNE. Voilà. Mais de toute façon, maintenant, je mets tout dans la FAQ parce que ça m'évite. Vous m'écrivez beaucoup
Je m'excuse déjà, j'ai pas eu le temps de faire parce que j'ai un groupe de discussion mais qui est tout petit et les personnes qui sont à l'intérieur, je les comprends et elles ont raison. C'est qu'on voulait pas être non plus 400 ou 500 dans le groupe parce que sinon après on peut plus discuter, se donner des informations. Et je n'ai pas eu le temps de créer un second groupe. J'ai tout listé, j'ai tout préparé, mais en fait ça me mettait mon Teams dans tous les sens. Donc voilà, mais je vais finir par le faire. Dans tous les cas, voilà, c'est pour ça que dans la FAQ, dès que j'ai des nouveautés, des news, maintenant je les mets pour que vous puissiez avoir des clés et ça me permet aussi d'avoir moins de demandes. Dans tous les cas, vous verrez, j'ai mis des tutos, des pas à pas, je réponds à pas mal de questions et voilà. Normalement, je pense que vous devriez vous en sortir non, mais en faisant des mises à jour RNE, en allant regarder les avis et si vous n'en sortez pas, et ça nous arrive, on ne va pas se le cacher, malheureusement, la seule chose qui nous reste, je dis malheureusement pourquoi, c'est j'ai eu support mandataire parce qu'en fait, à mon goût, je trouve qu'on n'a pas de réponse assez rapide. Je vous donne un exemple, quand j'ai une régularisation à faire auprès de la CMA et je ne m'y attends pas du tout, j'ai un bug dans le dossier et j'ai que 15 jours pour répondre, parce que je rappelle que c'est 15 jours pour répondre si c'est le dirigeant qui porte la compétence réglementaire artisanale et c'est 3 mois si c'est un contrat de travail, mais 15 jours c'est court. Donc, si j'ai que 15 jours et que j'ai un bug, moi, si l'INPI ne me répond pas en 15 jours, elle ne me débloque pas mon dossier en 15 jours, mon dossier, il est rejeté définitivement et je dois repasser toute ma formalité alors qu'elle a déjà été validée par le greffe. Donc, imaginez la complexité. Bon, enfin, je suppose que ça vous est déjà arrivé. Donc, voilà. On a fait un petit résumé autour des problématiques qui dépassaient le RNE. Donc, bon, on sait que le point central concerne les modifications dont tu parlais, Lauriane, du changement de logiciel URSSAF et qui pourrait mettre en pause les formalités. Finalement, cette opération a été repoussée pour éviter de rajouter des difficultés aux déclarants. Aux déclarants et aux difficultés liées quand ça arrivera, à l'impression du guichet unique. Voilà, ça sera un mois. Pendant un mois, on ne sait pas encore quand c'est, mais l'URSSAF avait déjà fait une communication du 26 décembre au 27 janvier. Ils avaient fait une communication en indiquant qu'il n'y aurait pas d'affiliation, de modification et de radiation de TNS pendant un mois, sauf pour les entreprises individuelles agricoles, les artistes auteurs, les marins. Enfin voilà, il y avait des exceptions. Dans tous les cas, ça a été repoussé, on ne sait pas quand. Il faudra être vigilant. Si vous recevez un email de l'URSSAF, il redonnera des dates. Mais ils avaient quand même indiqué que s'il y avait une grosse urgence, parce que c'est quand même des affiliations au régime de sécurité sociale, s'il y avait une grosse urgence, il y avait quand même possibilité d'appeler l'URSSAF pour indiquer, voilà, c'est un dossier exceptionnel, il faut absolument que la personne soit affiliée, je ne sais pas, un enfant malade ou la personne elle a un handicap, je ne sais pas. Dans tous les cas, il y avait quand même la possibilité de contacter l'URSSAF pour faire quand même une affiliation ou une radiation voilà, auprès de l'URSSAF, mais c'est vraiment cas par cas. Ensuite, les risques liés à l'indisponibilité de la plateforme. Ouais, donc on a soulevé le point et, avec les différents déclarants, les mandataires, les associations qui sont consultés par le collège stratégique, par le comité utilisateur. On a évoqué le fait que, comme on a pu l'observer pendant le mois d'octobre ou le mois de novembre, le guichet unique pouvait être indisponible pour des raisons de charge, de sécurité, d'une attaque dont ils ont pu être victimes ces derniers mois, ou tout simplement d'une panne informatique qui empêcherait d'accéder à la plateforme et qui nous empêcherait de réaliser nos formalités. On a notamment alerté sur les formalités liées au délai, voilà, au délai d'opposition, et donc on va commencer par le dépôt d'acte. On a soulevé cette problématique et qui avait pas forcément été non plus. En fait, ils n'ont pas prévu de procédure de secours pour le dépôt d'acte parce qu'ils se sont dit que il n'y aurait pas de problématique parce qu'ils ont prévu plusieurs data centers. Et Guillaume vous l'expliquera mieux que moi. D'après ce que j'ai compris, il y a un guichet unique. Si jamais il est en carafe, c'est-à-dire qu'il ne fonctionne pas du tout, il y a un data center qui prend le relais et un deuxième, je crois qu'ils en ont 3. Et si ça marche pas, voilà, bon, c'est fait. Mais si ça ne fonctionne pas, ils pourront nous éditer des récépissés de non-fonctionnement. Mais sauf que nous, on leur a dit,
si on a un dépôt d'acte à faire, moi je me vois mal aller voir mon client. Alors votre fusion, Voilà. le délai d'opposition ne peut pas courir parce que ça ne fonctionne pas. J'ai un récépissé, vous inquiétez pas, vous pouvez dire Bon, le mot d'excuse, on a un peu de mal voilà. à l'accepter nous-mêmes au nom de nos Bah, on clients. peut pas s'excuser, on est dans des opérations. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que là, on attend un arrêté ministériel qui est en cours d'élaboration et surtout, a priori, c'est histoire la signature qui doit être apposée sur l'arrêté. On attend un arrêté. On ne sait pas quel ministre doit signer encore. Je crois que c'est Voilà. ça là. Normalement, c'est le Premier ministre qui signe, il me semblait. C'est le Ah Premier non, c'est le ministre. ministre de l'économie. Ou le Premier ministre. Bon, Non, c'est le bref, Premier ministre. Enfin, on s'en fiche. On C'est un s'en peu fiche. compliqué en ce Il moment. doit être signé et on l'attend avec impatience parce que normalement, il prévoit. Alors, normalement, cet arrêté est important parce qu'il prévoit donc les impossibilités si la plateforme tombe. Imaginez les trois, j'y crois pas trop. Et également, peut-être, parce qu'on n'est pas sûr, on a posé la question, mais c'est du peut-être, si jamais il y a une impossibilité sur un dépôt, normal un dépôt d'acte ou une modif ou une émat, d'avoir une procédure de secours, parce que pour l'instant, on n'a eu vent de rien du tout, mais peut-être que dans cet arrêté, on aurait une procédure de secours. On ne sait pas si elle sera papier ou autre, mais nous, on l'a demandé, notamment dépôt d'acte, IMAT, etc. Donc, on l'attend avec impatience parce qu'on aimerait savoir quel est le contenu pour savoir si nous-mêmes, on aura une possibilité. Imaginons, j'ai un dépôt d'acte à faire en urgence et je ne peux pas. Est-ce que je pourrais me rendre au greffe et le déposer papier? Bon, voilà. Donc, on ne sait pas encore. On attend à la fois le process, les propositions et éventuellement d'être consulté aussi sur ces sujets-là, mais voilà, c'est en cours d'élaboration et il faudra que, de toute façon que ce soit fixé avant le 31/12 Voilà. pour la transition. On parlait des URSSAF, mais les nouvelles attestations qui sont demandées. Oui, la semaine dernière, les, on a eu l'info que les les URSSAF, enfin l'URSSAF est complètement saturé de demandes d'attestation de régularité. Normal. Je comprends pas Peut-être faire un qu'ils aient petit pas aparté pensé. aussi, parce que j'ai vu quelques questions, Lauriane, sur comment obtenir ces fameuses attestations quand on n'a pas de, Alors, quand on n'a pas de, justement, ils de nous ont compte. demandé, Voilà. ils ont demandé aux professionnels et à tout le monde d'arrêter d'appeler le 3957, qui est la plateforme générale qu'on connaît, qu'on appelle depuis des années. Et ils ont demandé d'appeler plutôt en local et d'aller directement sur la plateforme. Alors, j'ai pas encore été vérifié parce que c'est tombé il n'y a pas longtemps. Donc, ceux qui ont des comptes, il n'y a pas de problématique, ça se fait via le compte. Et ceux qui n'ont pas de compte, bon, soit vous appelez en local, soit a priori vous allez sur la plateforme, a priori sur la plateforme de l'URSSAF. Quand vous cherchez attestation de régularité, il y aurait un endroit où il y aurait écrit, on pourrait cliquer pour se procurer des attestations alors que la société n'est pas affiliée. Alors je ne l'ai pas encore vu, je ne suis pas allée chercher, je n'ai pas eu le temps. Honnêtement, je n'ai pas eu le temps du tout. Mais a priori, il y aurait un endroit où il faut chercher. J'irai le chercher d'ici ce soir. Et si je le trouve, je le mets dans la FAQ. Si je ne le trouve pas, bon, bah, je ne pourrais pas. Voilà. Si quelqu'un a le lien, on le. Oui, Voilà, s'il y a quelqu'un le lien, on veut bien l'avoir pour tout le monde à l'intérieur. Vous pouvez Alors, le publier dans le chat. on a deux questions intéressantes. Bon, les invalidations, quand vous demandez des invalidations, c'est jamais auprès de l'INPI. L'INPI n'est qu'un passe-plat, je vous le rappelle. Les invalidations, il faut les demander auprès des greffes. Normalement, c'est par email. Il y a certains greffes maintenant qui nous demandent des invalidations par courrier. Et en plus, carrément à l'entête est signé par le dirigeant de la société pour lequel on a fait la formalité. Ça, c'est tout nouveau, ça vient d'arriver. Après, ils ont raison parce que c'est ce qu'il y a dans le texte. En tous les cas, normalement, ça se fait par email et ça se fait directement auprès du greffe concerné. Ensuite, pour les demandes d'invalidation, qu'est-ce que j'avais? Les attestations fiscales. Voilà. Voilà, vous n'avez pas de compte URSSAF. Voilà, le lien a été publié par Julien Rochereau, merci. Merci. Le URSSAF accueil, contactez. Merci beaucoup. Voilà, ou Hélène Mouchel, merci à vous. Vous allez sur contacter URSSAF avec aucun compte. Et on le remettra dans la FAQ pour que vous ayez le lien et y accéder. Voilà. On m'a demandé comment mettre la fiche INSEE à jour. La fiche INSEE à jour, si vous avez une problématique sur votre fiche INSEE, on n'a qu'une voie. Et d'ailleurs, ils nous ont fermé l'email en direct contact@insee.fr. Maintenant, on n'a plus qu'une voie, c'est le formulaire. Vous tapez fiche de contact INSEE sur Internet et vous allez remplir la fiche de contact. Maintenant, l'URSSAF a dit on arrête de répondre par email, rentrez directement sur la fiche de contact et vous demandez, vous expliquez tout ce qui est nécessaire pour qu'on vous mette à jour. Donc, nous, on a constaté un délai entre 3 semaines et 3 mois. Mais en tous les cas, voilà, c'est le seul moyen qu'on a pour faire mettre notre fiche INSEE à jour. La correction, la complétion, pas de mise à jour de la fiche INSEE.
Ensuite, alors, les difficultés rencontrées, on en a une énorme. C'est pour les entreprises individuelles qui ont des établissements qui ne sont pas connus au RCS. Je donne un exemple. Un artisan qui est affilié, qui est un entrepreneur individuel qui exerce une activité artisanale, qui est immatriculé qu'à la CMA, ou bien la même chose en agricole, qui est immatriculé uniquement à la MSA, ou bien à la MNP, par exemple. Ces personnes, elles ont donc déjà une entreprise individuelle, elles sont immatriculées CMA, MSA, LMNP, etc. Et elles arrivent avec une activité commerciale. Donc, elles veulent faire une adjonction d'activité commerciale qui sera inscrite au RCS. Donc, du coup, ce qu'elles font en général, c'est qu'elles ouvrent un établissement secondaire et elles viennent indiquer qu'elles souhaitent exercer une activité commerciale par achat de fonds ou on s'en fiche du moyen. Simplement, nous, on saisit notre dossier sur le guichet unique. Il n'y a aucune problématique à le saisir. Mais quand il arrive au greffe, le greffe nous dit, mais moi, je ne connais pas votre établissement principal qui est inscrit à la CMA ou le LMNP ou qui est inscrit à la MSA, donc je ne peux pas traiter votre dossier. Donc, du coup, nous, on se retrouve avec des dossiers qu'on ne peut pas traiter. Là, j'ai lancé une requête hier sur un dossier en disant que même s'ils ne connaissent pas l'établissement parce qu'il n'est pas immatriculé au RCS, je leur demande de traiter le dossier parce qu'ils devraient se baser sur le RNE, c'est-à-dire qu'en fait, ils devraient prendre connaissance du RNE s'il est à jour, prendre connaissance du RNE pour voir que l'établissement il est immatriculé, il existe bien, et mettre à jour en fait et valider notre formalité en inscrivant au RCS, parce que de toutes les façons, l'établissement, ok, il n'existe pas au RCS, mais il existe au RNE. Donc voilà, je ne sais pas comment ça va se passer. J'ai fait une requête hier, mais c'est la seule issue qu'on a, parce que de toutes les façons, les greffes nous rejettent en masse, et on a beaucoup d'entreprises individuelles en souffrance, parce que le greffe ne connaît pas ces établissements. Ensuite, autre chose, on a beaucoup de problématiques qui remontent parce que les délais CMA se sont raccourcis. Au début, ils nous laissaient un mois alors que c'était 15 jours, voire 2 mois. Maintenant, ils nous laissent vraiment 15 jours. Donc, je vous conseille, quand vous avez un dossier CMA, j'ai que 2 conseils à vous donner. Le premier, c'est normalement de traiter le dossier que si vous avez le justificatif de compétence du dirigeant qui porte la compétence de l'activité artisanale. Le salarié, on a 3 mois. Mais pour le dirigeant, on a 15 jours. Donc, je vous conseille déjà de dire à votre client de vous donner les informations et de les déposer directement sur le guichet unique parce que vous avez 15 jours et c'est extrêmement court. Parce que si jamais vous avez une invalidation de la CMA ou ils appellent ça rejet définitif, votre dossier, il peut être mis en sommeil par le greffe. Parce que je vous rappelle que c'est au greffe d'aller vérifier sur le RNE si votre dossier est validé à la CMA ou non. S'il n'est pas validé, mise en sommeil de la société. S'il est validé, le greffe doit de lui-même ôter de l'extrait cabis les mentions de conditions suspensives de validation par la CMA. Donc, il faut demander au préalable. Deuxième petite chose qui m'a été soufflée par une formaliste, c'est que vous avez un dossier CMA qui est en souffrance et vous êtes, par exemple, à 9 jours. À 9 jours, le client ne vous a toujours pas donné ses justificatifs de compétences. Et moi, je vous conseille de faire une fausse régularisation pour relancer le délai de 15 jours. C'est-à-dire que, je ne sais pas, il vous a demandé ses compétences, remettez sa pièce d'identité en faisant les idiots, vous remettez la pièce d'identité, ça repart à la CMA qui met je ne sais pas combien de jours à revérifier le dossier et vous refait courir le délai de 15 jours. Comme ça, ça vous permet, c'est une petite triche, je ne sais pas combien de fois on peut le faire, mais je sais qu'on peut au moins le faire une fois et ça vous fait gagner 15 jours. Aussi, faites attention, n'oubliez pas que la compétence de la CMA est restreinte sur les dossiers de modification. Je vous rappelle que la CMA est un valideur d'activité et pas un valideur de structure. Je m'explique. Quand vous allez faire un dossier en immatriculation, la question ne se pose pas. Si une des activités est artisanale, n'oubliez pas de mettre l'activité commerciale dans un bloc, l'activité artisanale dans un autre bloc. Le dossier part au greffe, il est validé, après il part à la CMA. Là, on n'a pas de problématique. Quand c'est une modification, ce qu'il faut savoir, c'est que même si vous avez une redevance CMA à payer, parce qu'il y a des activités artisanales, le dossier ne part pas forcément à la CMA, parce que c'est un valideur d'activité. Ce sont les dossiers qui portent sur les modifications d'activité qui partent à la CMA. Les autres dossiers, que ce soit un changement de dirigeant, une liquidation, une mise en sommeil, etc., ne partent pas à la CMA. Donc, si pour vous,
vous voulez vous rassurer sur les changements de dirigeants qui portent la compétence, vous pouvez leur faire un email en leur disant voilà, j'ai l'extrait CABIS à jour, j'ai l'extrait RNE à jour. Voilà, faites en sorte qu'il soit à jour. Vous l'envoyez à la CMA en leur disant voilà, j'ai un changement de dirigeant qui porte la compétence, je vous préviens. Comme ça évitera à votre client qui a un contrôle sur chantier de dire ah ben non, les formalités sont faites, je suis sur le CABIS, mais c'est vrai que on n'a pas prévenu la CMA ou la CMA n'est pas venue vérifier. Ce qu'il faut savoir, c'est que ok, le dossier ne part pas à la CMA, mais la CMA doit aller vérifier sur le RNE les modifications qui ont été réalisées dans son champ de compétences. Ce que j'ai appris hier, et je ne savais pas, c'est que le registre des métiers, le répertoire des métiers n'existe plus, mais il a été remplacé par le RNM, le registre national des métiers. Parce qu'en fait, je ne comprenais pas comment est-ce que la CMA pouvait savoir, enfin, comment elle fichait toutes les sociétés qui étaient dans son champ de compétences. Comment elle allait vérifier, imaginons, il y a une augmentation de capital qui a été faite sur une société artisanale, comment elle pouvait se dire, bah, tiens, je vais aller vérifier ça et ça, cette société, elle est dans mon champ de compétences. En fait, elle tient quand même un registre national des métiers. C'est un RNE, mais pour les métiers. Donc voilà, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, même si tous les dossiers ne partent pas à la CMA, de modification et les dossiers de liquidation ne partent plus à la CMA est censée quand même aller voir ce qui se passe au niveau du RNE. L'outil n'est pas encore développé, mais ils y travaillent. Ils travaillent avec l'INPI pour développer un outil pour leur permettre d'aller vérifier régulièrement les dossiers sur le RNE. Donc voilà. Aussi, petit aparté, vous avez pu constater que les greffiers, pour les dossiers qui sont relatifs à la CMA, c'est eux qui, depuis le décret du 27 octobre 2023, doivent aller vérifier que notre dossier a bien été validé. Je prends l'exemple d'une immatriculation. On passe au greffe, il est validé, il l'envoie à la CMA, dossier validé. Et nous, on a nos conditions suspensives à lever. Je vous rappelle que depuis ce décret du 27 octobre, c'est au greffier d'aller regarder ce qui se passe sur le RNE, d'aller vérifier que la CMA a validé le dossier, et c'est à eux de nous lever de nous ôter du CABIS la condition suspensive. C'est plus du tout à nous d'aller. Si vous constatez, vous voulez aller plus vite, faites un email au greffe en leur disant voilà, j'ai l'extrait RNE, la CMA a validé le dossier, veuillez lever les mentions. Mais bon, normalement, on n'est pas censé le faire. Donc ensuite, pour finir, les difficultés rencontrées également, on a les transferts de sièges. Donc les transferts de sièges, on arrive normalement facilement à les faire, mais on rencontre quand même une problématique parce que certains greffes nous disent quand les dossiers arrivent, nous, ce qu'on voudrait, c'est ancienne mention, nouvelle mention sur les activités, l'enseigne, le nom commercial. Donc, quand vous faites des transferts de sièges et que vous voulez toucher aux activités, à l'enseigne ou au nom commercial, mettez bien dans observation que vous faites un TSS, transfert de siège, et que vous venez ajouter une enseigne ou supprimer une enseigne. Enfin, il faut bien mettre dans observation parce que pour l'instant, la synthèse n'a pas évolué, elle évoluera au premier trimestre 2025 ou à la fin du premier trimestre 2025. Pour l'instant, elle n'évolue pas. Et les greffes, en fait, ne comprennent pas forcément ce qu'on veut faire. Normalement, la règle, quand on fait un transfert de siège, il y a reprise des données de l'ancien siège ou de l'ancien établissement principal dans le nouveau. C'est-à-dire qu'en fait, il y a juste un transfert de données. On fait un transfert, voilà, c'est fait. Toutes les données sont reprises. Sauf que nous, certaines fois, on a besoin de faire des modifications. Donc, depuis la semaine dernière, on a une grosse nouveauté, et ça c'est positif, c'est qu'on peut faire des transferts de siège avec adjonction d'activité, même si l'établissement est nouveau. Je l'ai découvert hier. Donc ça fait partie quand même des améliorations et des nouveautés récentes sur lesquelles tu vas contribuer. Oui, parce qu'en fait, on avait demandé cette avancée. Avant, le guichet unique interdisait de faire un transfert de siège avec adjonction d'activité quand l'établissement d'arrivée, c'est-à-dire qu'on venait d'ouvrir, était nouveau. C'est-à-dire qu'on venait, on transférait le siège à une nouvelle adresse, on ouvrait un nouvel établissement, on ne pouvait pas faire d'adjonction d'activité. Certaines fois, on bidouillait, on arrivait, le greffe comprenait, on le mettait dans observation. Maintenant, on a cette possibilité. Donc, il faut faire ce transfert et après aller dans adjonction d'activité, il n'y a pas de difficulté. Mais mettez bien dans observation ce que vous faites parce que les greffes ont du mal à lire les synthèses et je les comprends. Franchement, je les comprends tout à fait. Donc ensuite, pour les transferts de siège, il y a cette problématique. Il y a aussi pour les modifications d'activité. Elles sont extrêmement compliquées. Déjà, nous, on a du mal à les saisir. La reformulation des activités n'existe pas. Ça n'a pas été prévu par le guichet unique. Je vous donne un exemple. On a une activité, le client il trouve que c'est mal rédigé ou il veut qu'on le reformule. Avant, on pouvait le faire sur Infogreffe, c'était facile. Maintenant, le guichet unique ne l'a pas prévu. Donc, on est obligé de bidouiller une suppression, une adjonction, etc. C'est un petit peu
compliqué. Et on a également les suppressions partielles d'activité. Alors là, franchement, pour apprendre à les faire, je me suis demandé si j'aurais dû faire Polytechnique pour apprendre à faire. Non, mais c'est horrible à dire, mais de moi-même, je n'ai pas compris du tout comment ça se faisait. On a dû me le montrer. Et là-dessus, on a fait un tuto YouTube et on a mis dans la FAQ un pas à pas. Parce qu'en fait, il n'y a pas de difficulté si vous avez des blocs d'activité différents. Vous arrivez dans votre société, elle a des blocs d'activité, l'activité de vente, l'activité de, je sais pas, de conseil. Si vous en supprimez une, c'est facile. Vous sélectionnez, c'est la supprimer. Voilà. Mais si vous avez tout dans un seul bloc, comment vous faites pour supprimer votre activité? Et bien là, il faut faire une fausse adjonction d'activité. Mais je vous invite à aller regarder notre tuto YouTube ou notre FAQ. Ouais, on va vous diffuser tout de suite le lien sur les tutos vidéo Voilà. qu'on a mis en ligne sur notre site. Mais ça, c'est pas normal. On avec devrait pas. Avec l'aide de Quentin. Avec l'aide de Quentin, évidemment. Maintenant, qui m'aide parce que je peux pas tout faire. Donc, heureusement, j'ai une aide, j'ai Quentin qui nous aide. Donc, je vous conseille d'aller regarder si vous en avez jamais fait. Allez regarder un petit peu ce tuto parce que vous allez comprendre pourquoi on bataille pour simplifier les modifications d'activité. Elles sont trop compliquées. Franchement, c'est vraiment là, on a quelque chose vraiment amélioré. Ouais, c'est vraiment voilà, c'est vraiment le point où je vous alerte. Faites attention, mettez bien dans l'observation ce que vous faites parce que franchement, certaines fois, on n'y comprend rien. Ensuite, on en a donné pas mal. Est-ce qu'on peut quand même parler des points positifs, Lauriane, des choses Oui, non, une chose aussi qu'on n'arrive pas à faire sur le guichet unique, il faut faire attention parce que ce n'est pas prévu par la norme fonctionnelle. On ne peut pas faire de transfert de siège avec mise en sommeil. Et notamment, quand on vend le fonds de commerce, enfin, il y a une vente de fonds de commerce, il faut transférer le siège social et mettre la société en sommeil, puisque de toute façon, on n'a plus de fonds, le fonds a été vendu. Et nous, on arrive sur le dossier, on voit qu'on ne peut pas faire le transfert de siège et la mise en sommeil en même temps, et on se dit, mince, qu'est-ce qu'on fait? Si je ne fais pas mon transfert de siège et que je fais juste la mise en sommeil, le greffe va me dire, faites votre transfert de siège parce qu'il n'y a plus de fonds, l'activité, elle n'est plus exercée, elle est plus exercée à l'adresse de l'établissement, donc faites les deux, mais on ne peut pas faire les deux. Et si je fais mon transfert de siège, imaginons, j'ai vendu un fonds de bar, je vendais des boissons alcoolisées, avec une licence 4. Si je fais un transfert de siège tout seul, ils vont me dire, non mais attendez, vous transférez chez le dirigeant, je ne peux pas prendre la formalité parce qu'il ne peut pas avoir un bar chez lui. Donc du coup, faites bien la mise en sommeil en premier et le transfert de siège en second. Mais je ne vous garantis pas que ça va tout le temps. Non, mais ça ne va pas tout le temps fonctionner. Il va falloir que vous mettiez en observation qu'un second dossier va être envoyé au greffe via le guichet unique. Quand il sera validé, quand le premier, la mise en sommeil sera validée, que les données seront remontées au RNE, vous pourrez refaire votre deuxième dossier de transfert de siège, mais il faudra bien mettre un message parce qu'on ne peut pas déposer deux dossiers de modification en même temps, je vous le rappelle. Et on risque d'avoir des rejets de greffe qui vont nous dire « Ah ben non, nous on veut les deux en même temps ». Mais on ne peut pas le faire. Mais on a demandé l'évolution, je vous assure, on bataille pour que ce soit fait parce que, comme on avait bataillé pour les transferts de sièges avec prise d'activité, on peut les faire depuis le mois de septembre, mais on a bataillé pour l'avoir. L'INPI nous écoute, ils comprennent, mais là, pourquoi ils ne peuvent pas le faire? Parce que le transfert de siège, c'est une modif et la mise en sommeil, c'est considéré comme une cessation sur le guichet unique. Donc, du coup, pour l'instant, ils ont des difficultés. Ils sont à notre écoute sur le sujet, comme les greffiers sont aussi à notre écoute quand on leur dit, on ne peut pas le faire, on ne peut pas saisir, on ne peut pas machin. Même s'ils nous mettent, souvent ils nous disent, nous, on ne peut pas non plus, on ne peut pas le faire, on ne peut pas vous valider le dossier. Donc, faites une requête. Vous allez voir, de toute façon, nous, on passe notre temps à faire des requêtes. Voilà. Je pense qu'on a eu pas mal de réactions, pas mal de questions et d'éclaircissements à poser sur des sujets. On vous invite à aller dans l'onglet questions, à même actualiser votre page. Aurélien nous signale que si vous n'actualisez pas votre page, ce qui est le cas aussi chez nous, on va juste s'interrompre une seconde. Mais vous ne pouvez pas voter pour les questions. Donc, allez s'il vous plaît, dans l'onglet questions, posez votre question ou votez pour les questions qui vous paraissent les plus appropriées. Nous, on recharge juste la page, on revient juste dans un instant parce qu'on a un petit problème technique. Vous avez l'impression qu'on est extrêmement négatif, mais non, on n'est pas négatif. On essaie de donner des pistes et des explications pour vous permettre de vous en sortir. On n'a pas le choix, on est obligé d'y aller. Parce qu'on trouve moins intuitif qu'Infogreffe. Ok, on allait plus vite sur Infogreffe, je suis d'accord, mais maintenant, on est obligé d'aller sur le guichet unique. Donc, en positif, parce qu'on voit qu'il y a eu beaucoup d'évolutions et qu'on nous a ouvert beaucoup de formalités.
ou négatif, parce que quand on a un bug, un problème, on sait que notre dossier va rester un certain temps sans être mis à jour. Enfin, voilà, on sait qu'on va avoir des difficultés. Donc, on est positif et en même temps, on a peur, mais on le reste quand même parce qu'on a vu les évolutions. Après… Je recharge et on revient dans une seconde, Lauriane. Ah. Voilà, désolé, on a eu un petit petit souci technique. Tu peux remonter ? Ouais, donc on va trier les questions. Pour les requêtes, si vous voulez, je mettrai un modèle, mais il y a des modèles de requêtes sur le greffe. Hein. Sur le site du greffe, vous allez sur greffe TC Paris et vous cherchez et vous avez des modèles de requêtes. Il faut y coller. C'est pas très compliqué. S'il y avait autre chose que je voulais dire, sur Infogreffe, on pouvait déposer… Juste le lien tribunal numérique. Non, c'est pas tribunal numérique, c'est vraiment, vous tapez greffe. Moi, je vais souvent greffe TC Paris et vous avez les modèles de requête au juge commis au RCS. Okay. Mais après, si vous voulez, je pourrais aller chercher le modèle ou même je vais caviarder un de nos modèles. Mais vous allez, mais prenez pas peur parce que moi, quand je fais une requête, on dirait que voilà, je sais pas ce que je suis déchaînée quand je fais une requête, je mets la totale. Donc, si vous voulez, je mettrai une de mes requêtes que je vais caviarder. On va ajouter quelques éléments. Voilà, je vous mettrai une de mes requêtes, mais il ne faut pas hésiter. Normalement, la requête, elle sert à passer des dossiers en l'état. C'est vraiment comme ça. Passer des dossiers en l'état, c'est quoi? C'est le greffe, il nous fait un rejet, on leur dit il manque une pièce, je ne peux pas la fournir. Vous expliquez pourquoi dans la requête, vous ne pouvez pas la fournir, pourquoi il y a une impossibilité. Donc, il ne faut pas hésiter. Donc, on a des requêtes qui sont rejetées, on a des requêtes qui sont acceptées. Dans tous les cas, la requête, maintenant, est un outil important. Notamment, vous faites une erreur de saisie. Je vous rappelle que quand vous faites une erreur de saisie, maintenant, le CNGTC a demandé au greffier, et ce qui est normal, de ne pas corriger nos erreurs. Je donne un exemple. Nous, on est légal tout digital. Imaginons que je fais une erreur de saisie et j'immatricule ma société, j'envoie le dossier légal digital et j'oublie le 2. Ben, le greffe, normalement, n'a plus le droit de nous faire, n'a plus le droit de faire une correction d'elle-même, de lui-même, pardon, il n'a plus le droit de faire une correction de lui-même parce que, il nous fait un rejet, il nous demande de corriger, mais s'il ne l'a pas vu et qu'il ne nous demande pas de corriger et que malheureusement sur l'extrait cabis il y a une erreur, avant on pouvait demander la rectification au greffe, maintenant on ne peut plus, il faut faire une requête. Et voilà, donc c'est quand même assez embêtant de faire une requête parce que ça nous coûte 36 €, enfin bref, ça nous fait perdre du temps. Et, ou bien de faire carrément une formalité. Certaines fois, la requête, elle ne marche pas. On est obligé de refaire une fausse formalité en faisant une fausse continuation. On coche sur le guichet unique continuation et on met dans observation. Ce n'est pas une vraie continuation, c'est un dossier de rectification. Voilà. Mais la requête, c'est une arme qui devient importante parce qu'en fait, on rencontre des blocages à droite, à gauche. Alors, on va continuer à prendre d'autres questions. Moi, j'avais d'autres choses à dire. Lauriane, on va y répondre. Si, il y a autre chose très importante, parce que j'ai eu plusieurs fois la question cette semaine. Le guichet unique nous disait qu'on pouvait faire plusieurs formalités qui dataient de plus d'un mois en un seul dossier, que les dossiers seraient scindés et envoyés en parallèle ensemble. Cette promesse n'est pas tenue. On ne peut pas faire plusieurs formalités en même temps sur le guichet unique qui sont à plus d'un mois. J'ai une formalité à faire en janvier, une en février, une en mars. On était censé pouvoir tout saisir sur le guichet unique, bien sûr à date dépassée. Hein. Je suis au mois d'avril et je voulais faire une formalité, une pour janvier, une pour février, une pour mars. En fait, il ne faut pas le faire parce qu'en fait, la scission se fait mal. Et quand ça arrive au greffe, le greffe ne sait pas quel dossier traiter en premier. Donc, en fait, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas faire de formalités multiples à plus d'un mois sur le guichet unique. Ça ne fonctionne pas. Vous pouvez simplement faire les ouvertures d'établissements secondaires. Si vous en avez 10 à faire, avec des dates différentes et dans des greffes différents, ça fonctionne. Vous pouvez mettre tout dans une même saisie, ouvrir plusieurs établissements. Ça fonctionne très bien. On l'a fait plusieurs fois, même de nombreuses fois, ça fonctionne. C'est la seule chose qui fonctionne. Le truc qui nous bloque, c'est que n'oubliez pas aussi, il y a certains greffes qui appliquent à la lettre. Maintenant, je crois qu'il y a 6 greffes qui appliquent à la règle à la lettre. Normalement, quand on fait une formalité, on est obligé de déposer la formalité dans le mois qui suit la signature des actes. Je m'explique. Je fais l'augmentation de capital. La signature, la date de… la date de l'acte. La date de l'acte. Parce que les signatures, on va pas ouvrir le dossier. Je suis au 2 novembre.
je fais une augmentation de capital, le PV est signé, tout le monde signe, voilà, je fais mon PV de constat de réalisation de l'augmentation de capital, elle est datée du 2. On est au mois de janvier 2025, je présente mon dossier, dans plein de greffes, aucun problème, il me valide le dossier. J'ai mal fait mon exemple. Je fais une augmentation de capital et je change de dirigeant, pardon. Je change de dirigeant en même temps. La formalité, donc, j'aurais dû la faire jusqu'au 2 décembre, mais je la présente en février. Elle arrive au greffe, il y a plein de greffes qui font la formalité. Avec les multiples formalités, ils ne se posent pas de questions. Mais maintenant, il y a des greffes qui commencent à appliquer à la règle, et c'est dans le code de commerce. Voilà. Le dossier arrive et dit, mais attendez, vous avez déposé la formalité à plus d'1 mois, c'est-à-dire que votre formalité, vos modifications datées du 2 novembre, on est en février, donc vous devez présenter une formalité à la fois. Donc, vous devez présenter une formalité d'augmentation de capital et une formalité de changement de dirigeant. Vous devez splitter les formalités parce que vous avez dépassé ce délai d'1 mois. Donc, là, il y a 6 greffes qui l'appliquent. Et ce qui est très embêtant sur le guichet unique, c'est qu'il y a des formalités qu'on a du mal à splitter. Je m'explique. J'ai un changement de dirigeant. Comment je fais un changement de dirigeant tout seul? Imaginons que mon augmentation de capital, elle soit datée du 5 novembre et mon changement de dirigeant soit daté du 2 novembre. Donc, je vais déposer ma formalité de changement de dirigeant le 2 novembre puisqu'elle est numéro 1. Bon, d'accord. Et après, je vais faire non, j'ai faim. Putain, je m'embrouille dans mes trucs. J'essaie de vous expliquer, mais je m'embrouille. C'est pas dans ce cas-là que ça fonctionne pas. Bon. On n'est pas sur commencer sur la même date. Il y a le même PV, plusieurs décisions. Non, mais je crois que je suis trop fatiguée. Tu es en fin de course, fin d'année. C'est pas sur ce type de formalité, c'est sur les transformations. En plus, c'est sur mon dossier. Voilà. Je fais une transformation le 2 novembre. J'arrive en février. Je suis dans un greffe qui veut que l'on dépose la formalité dans le délai d'1 mois. Forcément, j'ai plusieurs formalités. Je transforme ma société. Mon dirigeant, il était gérant, il devient président. Donc là, ils vont me demander de splitter les formalités. Sauf que moi, comment je split? Je ne peux pas faire une formalité souvent de départ de dirigeant tout seul. Imaginons que j'ai des co-gérants qui étaient tout seuls. Eh bien, ils nous demandent de sortir les co-gérants et de faire une formalité de nomination de président tout seul. Et comment je fais pour faire des formalités où je vire les dirigeants sans en nommer un nouveau et ensuite je vais faire une formalité où je nomme un président? Donc là, il faut être extrêmement patient, échanger avec le greffe et leur dire cette formalité est impossible. Ok, je veux bien scinder les formalités parce que vous voulez respecter la date, la formalité qui doit être déposée dans un délai d'1 mois, mais sur le guichet unique, on ne peut pas déposer de formalité de changement de dirigeant sans qu'il y ait un dirigeant qui soit nommé. Avant, quand on avait cette problématique avec ces greffes-là, on le faisait par papier. On envoyait papier, qu'on supprimait les dirigeants un par un, et après on nommait sur une autre formalité un nouveau dirigeant. Sur le guichet unique, c'est pas possible. Donc échangez avec votre greffe, ils sont compréhensifs sur ces sujets-là, et vous leur dites il y a une impossibilité, s'il vous plaît, je veux bien scinder, mais laissez-moi quand même nommer un dirigeant. Voilà. Bon, j'arrête sur ce sujet parce que j'espère que je ne vous ai pas embrouillé. Mais du coup, je vous promets que pour me faire pardonner, je ferai une FAQ dessus, je vous expliquerai tout, parce que là, je pense que j'ai embrouillé plein de personnes. Si on reprend le fil de notre FAQ, on a une question sur des cessions de parts dans une SCI. Non, alors les dépôts d'actes, ça reste à part. C'est comme Infogreffe. Vous faites un dépôt d'acte d'un côté, où vous déposez, par exemple, il y a une cession de parts sociales d'un côté et vous êtes obligé de mettre à jour les BE. Vous allez être obligé de faire votre dépôt d'acte d'un côté. En déposant le PV et les statuts mis à jour. Je rappelle que les cessions de parts sociales ne doivent plus non plus, vous n'avez plus l'obligation de déposer des cessions de parts sociales pour les SARL, les URL au greffe. Voilà, je vais y arriver. Donc, vous déposez votre PV de mise à jour des associés avec votre PV, vos statuts mis à jour, d'un côté sur le guichet unique au niveau des dépôts d'actes, et de l'autre, vous êtes obligé d'aller faire votre formalité de mise à jour des BE. Je vous rappelle que normalement, sur le guichet unique, on doit pouvoir faire des modifications de BE par champ. C'est-à-dire, je devrais pouvoir modifier son identité, je devrais pouvoir modifier son adresse toute seule ou juste je crois que je suis trop fatiguée. Ou juste l'endroit où on remplit ces taux de ses droits dans le capital ou ses droits, ou ses droits dans ses droits de vote, de détention et de droits de vote. Voilà, mais je crois que je suis trop fatiguée. Excusez-moi.
Donc là, faites attention, cochez tout le temps que vous soyez en modification, et si vous le demande même de mettre à jour les BE en cessation d'activité, ou si vous faites votre BE tout seul, cochez tout le temps que vous faites une modification totale des BE, parce que sinon, le greffe va vous dire, je ne comprends pas, je ne peux pas faire valider votre formalité parce que j'ai que des infos partielles. Pour l'instant, la modification partielle des BE ne fonctionne pas. Il faut absolument faire une modification totale. Quand on pourra faire la modification partielle, on vous le dira, mais pour l'instant, voilà, faites tout à jour. Alors, on va essayer de prendre… Excusez-moi, je crois que je suis trop fatiguée, j'arrive plus. Non, mais on va prendre des questions simples, hein, un peu plus simples également, mais les adresses mail des greffes, quand vous devez vous adresser à eux. Alors déjà, les informations sont transmises par l'intermédiaire du GU sur les rejets, quand on a des rejets ou des allers-retours. Mais ils ne le mettent pas, pour les greffes, ils ne le mettent pas. Donc en fait, nous… On va le retrouver sur les sites des greffiers, tout simplement, hein, des greffes des tribunaux de commerce. Vous avez les adresses de contact. Oui, mais celui du RCS, maintenant, celle du RCS, c'est facile. En fait, vous changez juste le nom du greffe. Mais après, oui, c'est un petit peu difficile. Bon, nous, on s'est fait une base. À part à chaque fois que vous écrivez un greffe, vous faire une base de données, il n'y a pas de base générale pour écrire au greffe. Je suis désolée, là, il n'y en a pas. Mais là, il faut aller les trouver un par un. Ouais, il faut aller les trouver un par un. Il y a pas mal d'infos sur les pages de contact de chaque greffe. Vous changez le nom de la ville, vous tapez RCS, Paris, RCS, machin. Mais c'est vrai que nous, on les a collectés au fur et à mesure qu'on faisait des formalités, mais il n'y a pas de base de données complète. Voilà. Là-dessus, je ne peux pas vous aider parce que franchement, c'est vraiment en pratiquant. On va sélectionner encore quelques questions, Lauriane. Alors, la catégorisation, je vous rassure, nous aussi, on a beaucoup de mal. Alors, les sujets sur les catégorisations, et on est en train de développer un petit moteur pour vous aider à trouver les bonnes catégorisations, parce que vous trouverez le fameux tableau en 4 niveaux des catégorisations qui est valable sur le site de l'INPI, mais qu'on a mis également dans notre FAQ, qui vous permet de retrouver, quand vous avez des activités précises à déterminer quel champ il faut sélectionner dans les formulaires de l'INPI. Donc, on va bientôt vous mettre au point un petit système qui va vous permettre en fonction de l'activité que vous choisissez, qui va aussi nous être utile, mais d'avoir les bons champs à sélectionner dans les catégorisations, parce que c'est un des gros freins à l'utilisation du guichet unique, et quelque chose qui n'existait pas auparavant dans l'infographe et qui nous impose une nouvelle gymnastique intellectuelle. Donc, surtout dans le tableau de catégorisation, moi, je n'arrive pas à l'utiliser, donc j'utilise le chatbot. Il n'est pas très ergonomique. On a le chatbot quand même, il faut quand même le souligner. Qui n'est pas trop mal, mais il y a plein de trucs qu'on ne trouve pas. Par exemple, moi, j'ai galéré pour les SCM, j'ai galéré pour pas mal, les holdings animatrices. Voilà, maintenant, ils ont mis les holdings passives, mais on n'a pas les animatrices, parce qu'en fait, ils considèrent qu'il y a beaucoup de questions, ça pose beaucoup de questions, et du coup, c'est à nous de le faire. Donc, moi, je me suis fait aussi ma propre base de données. J'en ai mis quelques-uns dans notre FAQ pour vous aider. Mais honnêtement, à part le petit outil que nous, on va faire pour aider à catégoriser, on n'a pas vraiment de solution. Ce qu'on fait nous, c'est que nous, on est vigilants à savoir la catégorisation pour nous, elle sert à envoyer vers le bon valideur. C'est le plus important. Voilà, c'est le plus important. Donc après, même si on est approximatif, je vous assure, dans certaines activités, on ne trouve pas, on est approximatif. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'il faut vraiment le bon valideur et la bonne nature. La nature commerciale, la gestion de biens, pour les SCI, pour les LMNP, voilà. On sait qu'il faut faire attention, il faut qu'on soit sur les bonnes, qu'on ait le bon libellé de la nature de l'activité et qu'on ait le bon valideur. Après, on est approximatif, je vous dis la vérité, et pour certains, même, on est très approximatif parce qu'en fait, on n'arrive pas à trouver, même avec le chatbot, la table de catégorisation, en espérant que l'outil que Guillaume va nous concocter nous aidera. Mais c'est tout ce qu'on peut vous proposer parce que nous aussi, certaines fois, on est dans le désarroi. On est parfois dans la même situation que vous. Mais on s'en sort parce qu'on se dit que nous, l'essentiel, c'est qu'il y ait le bon valideur et la bonne nature d'activité. C'est le plus important. Honnêtement. Franchement, après, vous ne tracassez pas sur le sujet. Pour l'histoire du liquidateur associé, j'ai vu votre question. Le guichet unique ne prévoit pas liquidateur associé. Parce que normalement, c'est comme sur Infogreffe. Infogreffe ne permet que de sélectionner les dirigeants, parce que les associés, de toute façon, ils restent en place dans la société. C'est que les dirigeants qui ne restent pas en place. Donc, du coup, une fois que le liquidateur est nommé, c'est un dirigeant ou un tiers.
on le sélectionne, on le remplit. Voilà, il n'y a pas de problème. Ce qui est embêtant, c'est qu'il ne nous prévoit pas comme sur Infogreffe. Avant, sur Infogreffe, on pouvait effectivement avoir un remplissage automatique. Il faut faire attention de bien tout cocher au début pour qu'il y ait des retours de données après. Mais c'est vrai que non, il n'est pas prévu. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas, les associés, ils restent en place dans la société. Certaines fois, les greffes, ils nous font des rejets. Il ne faut pas hésiter à leur dire on ne l'avait pas sur Infogreffe. Pourquoi vous le demandez sur le guichet unique? Et en plus, de toutes les façons, pour moi, le liquidateur, c'est le président. J'ai nommé le président liquidateur. Les associés restent en place dans la société jusqu'à la clôture de liquidation. Comment on peut accéder au RNM? On ne peut pas accéder au RNM. Pour l'instant, l'info que j'ai eue, c'est que c'est vraiment un fichier qui est interne. C'est pour leur permettre de lister, d'avoir un listing des sociétés, ce qui est normal. Donc, et de surveiller les mises à jour et les activités qui sont sur ces sociétés. Malheureusement, en fait, pourquoi ils font ça? C'est parce qu'ils considèrent que, vous savez, avant, on avait les extraits D1, on pouvait demander un extrait du répertoire, etc. Non, maintenant, en fait, ce qui fait foi, c'est un extrait du RNE. Donc, le RNM, c'est propre à la CMA, ça reste à la CMA. Et nous, on a le RNE avec ce fameux code APRM. Quand on a une activité artisanale, on a un code APRM, il faut absolument l'avoir pour pas que la société de nos clients ait un problème. Donc, en fait, quand on fait une formalité et qu'on a une activité artisanale, à la fin, il faut aller regarder sur l'extrait RNE si on a bien ce code APRM pour que nous, on soit tranquille. Si on ne l'a pas, c'est une tannée, parce que je suis dedans, c'est une tannée pour le récupérer. Soit c'est parce qu'il y a une mauvaise validation. Bon, pour l'instant, la seule façon qu'on a trouvé de récupérer le code APRM, c'est d'écrire à la CMA pour qu'elle renvoie des données dans le RNE. C'est vraiment compliqué, mais vérifiez bien que vous ayez ces codes APRM. Oui, on sait, les délais de traitement pour le greffe de Paris. Alors là, on est un peu retombé sur le greffe de Paris. Honnêtement, les délais sont un petit peu retombés. On était très avancés. Là, on a regardé, nous, dans nos dossiers, on a 4 semaines. On ne peut pas faire grand-chose parce que même quand on leur écrit, de toutes les façons, ils ne répondent pas. Ce qu'on sait, c'est qu'ils ont eu énormément de démissions. Je crois que c'était plus d'une vingtaine. Et que ce qui se passe, c'est qu'ils ont réussi à embaucher, mais ils ont pas mal de juniors. Et pour ne pas mettre en péril nos dossiers, ils ont mis les juniors sur des dossiers faciles. Donc, ils nous ont demandé d'être patients. Bah oui, de toute façon, on n'a pas le choix d'être patient. Et on peut le comprendre. Maintenant, si nous, on avait 20 salariés qui partent d'un coup, je comprends très bien dans quel état on serait. Donc, on est obligé d'être patient. Mais je pense qu'il y a une question, en effet, par rapport à la fermeture d'Infogreffe et le délai d'1 mois. Il va être court. Hein. Oui, ça risque d'être compliqué pour des dossiers qui viennent d'être déposés sur Infogreffe de modification. Moi aussi je fatigue, de modification au greffe de Paris. Il ne faut pas les déposer sur Infogreffe, malheureusement. Voilà, et pour ceux qui sont déjà en cours, on n'a pas de réponse formelle sur le sujet, mais oui, il est tout à fait possible que le dossier soit invalidé s'il n'est pas traité dans les délais. Ouais, là, on n'a pas de solution pour vous. On sait que les délais sont longs. Et c'est pour ça que nous, on a réfléchi à de nombreux dossiers. Tous ceux qui vont être tribunaux judiciaires, on sait que ça va avoir plus de 6 semaines de délai. Et on a écrit au greffe pour demander l'invalidation et on les ressaisit sur le guichet unique. J'avais une question intéressante sur la CMA, je ne sais plus ce que c'était. Sur les seuils. Oui, alors pour les seuils, parce que même moi j'ai fait l'erreur. Vous savez, quand vous êtes sur le guichet unique et vous demande le nombre de salariés, bon, la plupart du temps, on ne les remplit pas. Quand on les a, on les remplit, mais quand on ne les a pas, on ne les remplit pas. Si vous ne les remplissez pas, vous ne remplissez pas le nombre de salariés, votre dossier artisanal part à la CMA. Si vous remplissez que vous avez plus de 11 salariés, le dossier ne part pas à la CMA. Donc, en fait, c'est dans ce champ-là, le nombre de salariés dans la société. Si vous le remplissez bien, normalement, ça doit en fait enlever le chemin vers la CMA. Donc, si le greffe vous dit que le dossier, il devra à la CMA, il faut leur rappeler la règle du fait que quand on a un certain nombre de salariés, au-dessus d'un certain nombre de salariés, je crois que c'est plus de 11, je ne sais pas ce que j'ai, je fatigue totalement, j'arrive même plus à me rappeler des chiffres. Voilà, que normalement, ils ne partent pas à la CMA. Mais en tous les cas, si vous remplissez bien ce petit champ du nombre de salariés dans la société, automatiquement, vous allez catégoriser votre activité artisanale, mais le dossier ne doit pas partir à la CMA. Voilà. Le certificat d'opposition, toujours le certificat de non-opposition. C'est par email ou par courrier. A priori, ce qu'on sait, c'est que il y a plein de greffes maintenant qui le font par email, mais qui veulent développer un outil
directement sur Infogreffe pour qu'on puisse les demander via Infogreffe. Mais pour l'instant, nous, on continue à les demander papier ou par email. En tout cas, il n'est pas prévu que non, à ce stade qu'on ait non, malheureusement de remontée de non. documents de ce type dans le guichet unique. Non, alors le paiement par un tiers, oui, ce qui est embêtant pour le paiement par un tiers, oui, c'est une belle évolution, mais le client doit créer un compte. Donc en fait, on lui envoie un lien, on envoie un lien à notre client pour qu'il paye la formalité à notre place, mais sauf qu'il doit créer un compte sur le guichet unique pour pouvoir payer. Donc je sais, ouais, c'est une évolution qui est intéressante, mais bon, moi je me vois mal. Inabouti, on va dire. Je me demande, je peux pas, mais pour l'instant, on a demandé à ce que ça saute, parce que je vois mal de me demander à mon client, vous devez créer un compte pour payer. Pour l'instant, ça va pas évoluer parce qu'ils invoquent que c'est une nécessité pour la sécurité. Donc la sécurité du site et des données. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire. Bon, je sais pas si j'essayais d'être positive, parce que bon, c'est vrai que moi j'aimais bien Infogreffe, j'aime bien le guichet unique quand il fonctionne. Quand il ne fonctionne pas, j'aime moins. J'aimerais bien qu'il soit plus intuitif. Je sais que l'INPI est à l'écoute, mais je trouve que ça avance pas plus vite. J'aimerais que j'ai le support mandataire aille plus vite dans les réponses données, parce que bon, nous, on a des délais, on a des clients qui sont pas contents et qui nous disent nous, si on passe par vous, c'est pas pour que nos dossiers passent. Mais quand il y a des impossibilités, on ne sait pas trop quoi faire. Donc, ce que je vous dis, c'est qu'on est tous dans le même bain. On remonte beaucoup d'informations pour que le guichet unique évolue. L'INPI est à l'écoute. On voit que les greffiers font tout pour… maintenant, on a eu pas mal de rejets. Maintenant, on voit que ça va un petit peu mieux. Et ils nous promettent d'uniformiser les rejets, de faire en sorte qu'on ait des évolutions. On sait que là, il y a un avis du collège stratégique qui devrait être rendu. Ça devait être pour décembre, mais a priori, ça sera pour février, sur les documents qui sont demandés aux mandataires. Et ça sera important pour nous, c'est-à-dire les pouvoirs. Qu'est-ce qu'on devra dans notre pouvoir? Est-ce qu'on va devoir donner la CNI de la formaliste? Est-ce qu'on va devoir… Les attestations employeurs, c'est sûr, on devra continuer à les donner, mais ils voudraient faire en sorte qu'on n'ait plus les pouvoirs à donner pour les dépôts d'actes et les dépôts de compte. Faites attention pour les dépôts d'actes. Je vous rappelle qu'il faut mettre le pouvoir du mandataire. Et ça, il faut vraiment anticiper. Je sais. Est-ce qu'on a encore une dernière question J'aimerais, je suis désolée, j'étais vraiment fatiguée aujourd'hui. Je crois que j'arrive en bout de course et que je sais que je suis en vacances ce soir et je suis vraiment la mauvaise élève. Mon cerveau, je voulais vous dire encore plus de choses, mais ça m'est pas. Je pense qu'on malheureusement on a tous vécu une année difficile en 2024. J'essaie de garder le sourire, mais ça a été éprouvant pour nos équipes, pour tous les déclarants, pour tous les acteurs de ce projet. On a essayé de faire notre maximum pour juste une dernière. Tu veux encore mais non, comment fermer un établissement principal? Jamais. C'est une mise en sommeil. Bon, voilà, ok. Tu veux le dire? Allez, non, mais c'est fait, ça y est, j'ai dit c'est une mise en sommeil. On ne peut pas faire grand-chose. C'est la mise en sommeil de la société. Parce que s'il n'y a pas d'établissement principal, la société ne peut pas exercer son activité. Donc, rien de coupe pour une semaine, là. C'est ça, hein? Oui, voilà. Une mise en sommeil, moi aussi, je vais en faire une. C'est une mise en sommeil. C'est pour ça qu'on ne peut pas fermer l'établissement principal. On peut le transférer, chose qu'on ne pouvait pas faire sur Infogreffe. On pouvait le faire que par papier. Ou bien si on biaisait en mettant un formulaire, et c'est ça qu'on n'a plus sur le guichet unique. Avant, on pouvait mettre des formulaires pour les greffiers. Ils étaient super sympas. On insérait des formulaires et ils nous faisaient des formalités qu'on n'arrivait pas à faire. Mais maintenant, le transfert d'établissement est prévu sur le guichet unique. Mais vous ne pouvez pas fermer l'établissement principal puisque sinon, ça revient à la mettre en sommeil. Donc, en fait, c'est mise en sommeil. Voilà. Je voulais en dire plus, mais je suis désolée, je suis trop fatiguée. Non, mais je pense qu'on a passé pas mal le message et on a vu les réactions. Si je n'ai pas été compréhensible, de toutes les façons, je vous répondrai comme je le fais d'habitude et je mettrai dans la FAQ. Et je vous promets, là où j'ai cafouillé, je vais revoir la vidéo, là où j'ai cafouillé, je vous mettrai dans ma FAQ parce que je suis plus efficace, mon cerveau il est fou. Ouais. En tout cas, je vous souhaite de très belles fêtes. On vous donne quand même 2 rendez-vous puisqu'on parle de l'année 2025. Le mois de janvier va être compliqué, mais on a programmé 2 rendez-vous sur des matinales à Angers le 14 janvier, donc pour tous les cabinets, les professionnels qui sont dans la région angevine et dans les villes et les départements à proximité. On vous invite le 14 décembre à la CCI d'Angers, où Lauriane et moi serons présents pour discuter de ces problématiques. Mais voilà. On pourra en parler tous ensemble. Et à Annecy, le 30, donc en Haute-Savoie, le 30, elle en peut plus, le 30 janvier,
Donc, vous pouvez noter ces 2 rendez-vous dans vos calendriers pour ceux qui sont dans ces régions. Et on vous remercie encore. Merci pour tous les petits messages. Voilà, ça nous fait quand même du bien d'avoir les messages d'encouragement. Ouais, merci. Et puis, désolé d'avoir cafouillé, désolé pour tous mes manquements. J'espère que j'ai passé des messages positifs. De toute façon, on est tous dedans. Le guichet unique, maintenant, ça va être unique pour nous. Vous allez voir, c'est vrai que même si c'est pas intuitif sur certains sujets, on y arrive. Et puis, je pense que les greffiers vont nous aider plus. Ils vont être à notre écoute. Je pense qu'on aura moins de rejets et que tout va se mettre en place. Enfin, j'espère. Et que voilà, ça ira mieux. Il faut positiver parce que sinon, on va partir du mauvais pied. Et de toutes les façons, quand on voit que 63% d'entre vous sont déjà à fond sur le guichet unique, bon ben voilà. Oui, on voit que le prix commence à être pris, donc voilà, on va rester sur une note positive et se dire que voilà, ça va finir par se mettre en place. Merci encore pour vos messages. On vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Voilà, profitez de tout cela pour profiter de vos familles, de vos proches. Et je reviendrai sans cafouiller. Et de prendre un peu de repos. Nous aussi, on va se reposer et essayer de revenir en forme début janvier. Donc, pour pas vous embrouiller encore plus, parce que là je me sens mal, parce que je me dis, j'ai embrouillé tout le monde. Non, mais on a passé, je pense, pas mal de messages. C'était aussi l'occasion de faire le point. Et voilà, il y avait beaucoup d'infos à donner. Une dernière fois, on alimente la FAQ, les tutos. On va essayer d'en remettre quelques-uns à jour en début d'année avec l'aide de Quentin, d'Aurélien, de Martin, de toute notre équipe. Qu'on remercie aussi pour le travail qu'ils font pour communiquer autour de ces infos-là. Donc voilà, merci à tous. Et allez voir la suppression partielle d'activité, le tuto et le truc. Non, mais je vous conseille parce que je vais la débrancher. Vous arriverez pas à le faire. La prise dans un instant. Allez, merci. Au revoir. Merci à tous et bonne fête de fin d'année. À bientôt. Ouais, passez de belles fêtes en famille avec vos amis. Profitez, reposez-vous, débranchez. Voilà. Bye bye.